prêt à commencer? Mhm. Oui, donc je vais vous introduire. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue au panel intitulé « Imaginer une économie politique alternative au capitalisme numérique » qui va être animé et introduit par Joëlle Gélina et moi-même, ici Myriam Lavoie-Moore. On va aussi avoir François Desrochers et Lisiane Lomazy pour nous accompagner aujourd'hui. Donc, je voudrais commencer par remercier les organisatrices et les organisateurs de la Grande Transition d'avoir maintenu la conférence malgré la pandémie, de l'avoir même reportée à cette année, qui devait avoir lieu l'année passée. Merci aussi à Lisiane et François d'avoir accepté de retenter l'expérience avec nous. Donc, avant de vous introduire au thème du panel, j'aimerais nous introduire Joëlle Gélina et moi-même. Joëlle est candidate au doctorat en communication à l'UQAM. Moi, je suis diplômée du même programme de doctorat, puis je suis en ce moment chercheuse postdoctorale à l'Université nationale d'Australie à Canberra, mais je ne suis pas à Canberra en ce moment. On travaille ensemble depuis plus de 5 ans au GRIS, qui est le groupe de recherche sur l'information et la surveillance au quotidien, avec Lisiane également. En 2019, on a publié ensemble, et également avec Lisiane, un article qui était la première critique des politiques économiques du développement de l'intelligence artificielle au Québec. Pour vous expliquer un peu là, avant cela, les principaux travaux qui s'étaient attardés au développement local, là, donc vraiment au niveau du Québec, du Canada, de l'intelligence artificielle, avaient surtout critiqué les usages qui étaient faits, puis les critiques étaient plutôt de l'ordre des enjeux éthiques. Nous, on s'était plutôt intéressés à la manière dont l'industrie avait pris forme, puis surtout et principalement au soutien gouvernemental qu'elle avait reçu. L'idée d'organiser le panel qui porterait sur une économie politique du numérique alternative est venue, en fait, après avoir consulté les programmes des différents partis politiques du Québec. On a remarqué que même les partis les plus à gauche, avaient des positions qui reflétait une vision, disons, assez fragmentaire de l'économie du numérique. Il y avait, par exemple, des politiques liées seulement au modèle Netflix, d'autres qui étaient seulement liées au modèle de Google, Airbnb, Uber, Amazon, etc. Donc, tout était vraiment axé sur chacun des secteurs, puis chacun des usages, plutôt que sur la logique économique qui les assemblait, puis qui leur était sous-jacente. Conséquemment, les politiques qui ressortaient de cette vision-là n'étaient pas nécessairement cohérentes les unes avec les autres, puis surtout, elles ne permettaient pas de réfléchir à une alternative qui engloberait les différents acteurs du secteur du numérique. Donc, la nécessité de réfléchir à une alternative au capitalisme numérique, c'est aussi imposé du fait que les élites économiques traditionnelles se tournent vraiment de plus en plus vers les technologies numériques, le plus récemment vers l'intelligence artificielle et les données. Le GRIS, notre groupe de recherche, mais aussi le CIRF, qui est le Centre interuniversitaire de recherche sur la science et la technologie, ont récemment travaillé à identifier les personnes qui étaient les plus influentes au sein de cette industrie de données au Québec. Puis, ils ont mis en lumière, entre autres, l'importance que tend à prendre une élite, non seulement une nouvelle élite économique, mais aussi une élite économique très traditionnelle. Donc, le vieil argent qui circule et qui se remet en circulation dans ces nouveaux secteurs-là. Puis, au même moment, on accueille aussi à bras ouverts les grandes entreprises, les plus grandes entreprises au monde, comme Google, Microsoft, en leur offrant des crédits d'impôt, des accès aux savoirs qui sont produits ici, puis même aux espaces, comme vraiment encore plus concrètement, là, aux espaces qui sont les plus convoités dans la région,
comme à l'intérieur même de la ville, c'est-à-dire dans les quartiers centraux, mais aussi même autour de la ville, les terres agricoles qui ont récemment été dézonées pour que Google puisse venir installer ses centres de données tout près de Montréal. Donc, une fois que cette confluence des intérêts économiques vers l'industrie des données est établie, il nous est apparu comme digne d'intérêt d'essayer d'imaginer une alternative, une économie politique du numérique qui serait autre que celle du capitalisme numérique. Donc, pour commencer le panel, Joël va définir c'est quoi le capitalisme numérique, plus précisément c'est quoi l'industrie des données, va revenir sur les principales politiques qui ont soutenu le déploiement. Puis moi, je vais ensuite présenter les moyens qui existaient déjà, puis ceux qui ont été pris pour réguler cette industrie. Ensuite, on va laisser, une fois qu'on va avoir établi, disons, cet état de fait, on va pouvoir laisser la parole à Lisiane et François qui vont vraiment pouvoir plonger au cœur de la question des alternatives. Oui, merci Myriam. Oui, alors comme tu disais, peut-être on peut commencer par définir le capitalisme numérique. Bien, en tout cas, ce que nous, on entend par capitalisme numérique. Donc, on peut dire, si on reprend la définition du sociologue Sébastien Broca, que ça regroupe les diverses formes d'accumulation du capital dans lesquelles les technologies numériques vont jouer un rôle central, mais aussi, et là je le reprends toujours, les discours qui soutiennent et qui viennent légitimer la croissance de cette sphère d'accumulation-là spécifique. Donc, comme Broca, nous, on inclut les discours dans la définition et dans l'analyse du capitalisme numérique. On considère que les discours et les représentations vont jouer un rôle particulièrement significatif dans le capitalisme numérique, puisque les technologies numériques font l'objet de ce qui est souvent appelé une économie de la promesse. Ça veut dire une économie qui est basée sur un ensemble de conceptions du futur, donc sur une construction sociale, une construction collective du futur. Et donc sur une éventualité espérée. Et tant les ingénieurs que les investisseurs, que les politiques publiques vont mobiliser un argumentaire fondé sur des promesses technologiques. Et ces promesses-là vont avoir un effet performatif au sens où elles vont participer à la construction de cette industrie-là, elles vont motiver les investisseurs à accorder du financement, puis elles vont justifier la construction d'infrastructures qui vont être nécessaires pour le maintien de cette industrie-là. Donc, elles vont orienter ces représentations-là et ces discours vont orienter les décisions des divers acteurs qui sont impliqués dans l'industrie, dans le capitalisme numérique, y compris, évidemment, les acteurs politiques. Peut-être pour préciser encore un peu plus ce qu'on entend par là, c'est qu'au cours des 20 dernières années, le capitalisme numérique s'est surtout organisé, autant en ce qui concerne les discours que dans les modèles d'affaires, dans les modalités d'exploitation et de valorisation. Donc, c'est organisé autour des données. L'industrie des données a été popularisé ou en tout cas a été promu, si on peut dire, à travers deux mots-clés qui se sont succédés dans le temps, mais qu'on entend encore aujourd'hui. D'abord Big Data et ensuite intelligence artificielle. Et dans la constitution de cette industrie des données, on peut retracer deux moments importants, bien que, évidemment, ce n'est pas simplement ces moments-là, mais on peut quand même les pointer, les mettre en lumière. Ces deux moments de crise financière, finalement. Le premier, c'est au tournant des années 2000, avec la montée et puis l'éclatement de la bulle spéculative qui a été appelée la bulle.com. Bubble.com. Donc, la bulle spéculative avait été créée par les investissements massifs dans la première vague d'entreprises liées à Internet, des entreprises qui provenaient en grande partie de la Silicon Valley. Donc, alors que la grande majorité des startups fermaient, alors que la bulle avait éclaté, des startups dont la profitabilité reposait pour la plupart dans cette première vague sur le commerce en ligne.
Donc, alors que toutes ces startups ferment, Google, qui a été fondée en 1998, donc en plein dans la montée de la bulle spéculative, mais qui existe encore après l'éclatement, va développer un nouveau modèle d'affaires qui va être basé plutôt qu'être sur le commerce en ligne, va être basé sur l'extraction et l'analyse des données d'utilisation qui sont liées à son moteur de recherche. Et bien sûr, tout ça pour avoir créé des revenus publicitaires, comme on le sait très bien aujourd'hui. Mais donc, c'est à Google qu'on attribue généralement la création de ce qui va devenir éventuellement le modèle par défaut des entreprises de la Silicon Valley, c'est-à-dire la valorisation des données, dont la collecte se fait via le mode d'organisation qui est aujourd'hui dominant sur Internet, la plateforme. C'est aussi au tournant des années 2000 déjà que va commencer l'élaboration de discours autour de la notion de big data, donc des données massives, et surtout autour de ses potentialités économiques, ses potentialités de croissance. Donc, ces discours-là, au départ, proviennent surtout des grands cabinets de conseil internationaux. Donc, le premier rapport thématique là, sur les big data a été écrit en 2001 par le cabinet Meta Group, qui est aussi appelé Gartner, il y a eu un changement de nom, mais bref. Donc, c'est à ce rapport-là qu'on doit l'appellation originale de Big Data. Puis, c'est dans ce rapport qu'il y avait la fameuse définition en 3V là, pour les gens qui étudient un peu le Big Data, qui était bien populaire là, sur la croissance des données qui était associée au volume, à la vélocité, la variété. Bref, donc le deuxième moment très important, c'est la crise économique mondiale de 2007-2008. À la suite de laquelle les données massives ont été présentées comme une potentielle sortie de crise et donc comme une ressource centrale à exploiter pour les pays. Donc, à ce moment-là, les instances internationales comme l'OCDE, comme le Forum économique mondial et bien d'autres, bien sûr, vont se mettre à promouvoir activement l'industrie des données massives en reprenant les discours et les études qui ont été produites au préalable par les grands cabinets de conseil. Et donc, ces instances vont, elles aussi, participer activement à l'élaboration théorique, si on peut dire, sur les potentiels de croissance des données et aussi vont participer à l'élaboration de politiques concrètes, de recommandations à mettre en place pour les États, donc d'actions à entreprendre pour appuyer cette industrie-là spécifique. Et ensuite de ça, donc, à partir de ces deux moments-là qu'on pourrait dire fondateurs, c'est surtout à partir de 2015 que le Canada et le Québec vont commencer là, à s'approprier ces discours-là et vont entreprendre de mettre en œuvre des politiques industrielles, des stratégies et surtout des investissements publics pour l'industrie des données. Comme j'ai dit, donc, il y a eu un certain changement d'appellation depuis entre Big Data et intelligence artificielle. Intelligence artificielle a remplacé le terme de Big Data, mais au final, il faut souligner que c'est la même industrie. Là. Dans un premier temps, on mettait l'accent sur la quantité de données produites qu'on pointait comme une nouvelle ressource à exploiter. Dans un deuxième temps, on a plutôt mis l'accent, et on continue de le faire encore aujourd'hui, sur ce qu'on juge qui est essentiel pour la valorisation des données, c'est-à-dire le développement d'algorithmes et d'apprentissage machine qui servent à traiter la quantité massive de données. Bref, je vous présente ce qui a été mis en place depuis 2015 et qui compose actuellement le soutien public à la fois fédéral et provincial à l'industrie des données en le segmentant. Ouais, je ne sais pas si Myriam, tu veux mettre la carte. Donc, ce que je vous présente, c'est une carte qui est vraiment une synthèse là, où on a enlevé tous les détails de l'aide qui est apportée pour la valorisation et l'exploitation commerciale des données. On a regroupé les investissements en deux catégories principales. Attends, pas de souci. Je continue à parler pour ne pas trop prendre de temps. Voilà. Donc, il y a deux catégories principales. Oui. Super, merci.
Donc, les infrastructures matérielles, techniques, et puis les infrastructures de la connaissance, à quoi s'ajoute en un troisième temps le soutien aux entreprises qui sont liées à l'industrie des données. Donc, les infrastructures techniques, ça inclut l'aide pour les centres de données, les centres de calcul et aussi, évidemment, donc, des investissements dans un réseau sans fil qui est performant, qui permet de faire le genre d'activité qui est l'intelligence artificielle, donc l'investissement dans 5G. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais je vais quand même mentionner que le soutien qui est apporté au centre de données est assez considérable, puis s'applique à toute entreprise qui veut construire ici un centre de données. Et donc, ça inclut des congés de 15 ans d'impôt sur les bénéfices, des crédits d'impôt pour la recherche et le développement, des tarifs préférentiels d'Hydro-Québec, puis aussi une offre de terrain et d'expertise qui passe aussi par Hydro-Québec. Et donc, grâce à ces conditions-là, il y a déjà à Montréal une trentaine de centres de données. Et puis, il y a donc là, tout dernièrement, au mois de mai, celui de Google qui a été confirmé, dont Myriam parlait tantôt, qui était en discussion depuis 2 ans parce que l'Union des producteurs agricoles, l'UPA, était bien fâchée de cette situation qu'Hydro-Québec donne finalement un terrain qu'Hydro-Québec possédait, mais qui était zoné agricole. Et puis, donc, au départ, ça n'avait pas passé pour le dézonage et il y a eu le gouvernement de la CAQ a retiré le dossier à la commission et a décidé lui-même de dézoner et puis d'accorder, de donner son accord finalement au projet de Google de construire un centre de données à Beauharnois. Et tout ça pour les investissements que Google va faire en construisant ça ici, qui est de l'ordre de ce qui est annoncé, c'est autour de 500 millions. Et puis, donc, ce centre de données devrait créer autour de 30 emplois. Oui. Ensuite, l'autre grande catégorie d'intervention qui participe à soutenir l'industrie des données, c'est la production de connaissances, donc dans les laboratoires de recherche publics, et aussi la mise en valeur, la valorisation des connaissances. Donc, le soutien aux infrastructures de la connaissance, ça passe de un par les subventions qui sont données aux laboratoires puis aux instituts de recherche qui sont dans les universités pour la plupart et qui donc qui font de la recherche liée au traitement des données, à l'intelligence artificielle et tout ça, mais aussi aux organismes qui sont destinés à faire le transfert des connaissances de l'université aux entreprises et aux industriels. Donc, dans cette vision, la recherche fondamentale qui est faite au public, elle est conçue comme une ressource pour le développement de l'intelligence artificielle qui ensuite doit trouver des débouchés dans le milieu industriel. Donc, les savoirs qui sont développés à l'université grâce aux subventions de recherche, ils ne sont pas nécessairement adaptés directement à des usages commerciaux ou industriels. Donc, en plus des montants qu'on donne à la recherche, on donne aussi des sommes importantes à des organismes qui facilitent le transfert donc, des connaissances. Donc, il y a 2 principaux moyens de faire ça. C'est le financement pour construire des grappes industrielles et puis le financement aux incubateurs et accélérateurs qui, eux, sont dédiés à accompagner la création d'entreprises en démarrage, la création de start-up. Donc, ce modèle public-privé de soutien à l'entrepreneuriat est basé sur les incubateurs et les accélérateurs. Se fait aussi en collaboration avec la Ville de Montréal, où on tente vraiment, c'est vraiment à Montréal là, que cette industrie se développe et où on tente de créer un environnement favorable au développement de start-up. Puis, on dénombre une quinzaine d'incubateurs accélérateurs qui sont financés par le public et par le privé à Montréal. Donc, finalement, j'essaie d'accélérer. La troisième catégorie d'intervention, c'est le soutien qui est direct aux entreprises locales et étrangères. Donc, tous les avantages fiscaux et autres, là, je vous laisse lire la carte. Les objectifs généraux de tout ça, c'est les retombées économiques. Et qu'est-ce qui est attendu, c'est qu'il y a des bénéfices de la commercialisation des solutions d'intelligence artificielle, qu'il y a une adoption par l'ensemble économique
du Québec, finalement, et surtout qu'il y ait l'installation à Montréal des grandes entreprises, des grandes corporations en numérique qui viendraient s'installer ici grâce à ces conditions d'accueil. Et donc, le soutien public qui est donné, il vise à impulser un intérêt en amont afin d'attirer les entreprises et les acteurs qui sont liés à l'industrie des données. Et puis, donc, il y a déjà des laboratoires des GAFAM qui sont installés ici, entre autres Microsoft, Google et Facebook. Et juste... Oh, Ouais, je te passe la parole tout de suite. Parfait. Parce que j'ai pris trop de temps. Mais juste pour y aller vraiment vite fait, là, avant d'introduire François et Lisiane, c'est important de souligner qu'il existe actuellement des politiques d'encadrement du développement économique, des formes assez classiques de deux formes, là, régulation du développement lui-même, puis limitation au niveau de la limitation de la concentration des richesses. Régulation la plus importante, c'est les lois sur la protection des données personnelles au fédéral puis au provincial. Ces deux lois-là sont en voie d'être transformées en ce moment. Là, c'est le projet de loi 64 au provincial, puis le projet de loi 95 au fédéral. Le ministre Éric Kerr, qui est ministre délégué de la transformation numérique, ne se cachait pas d'ailleurs que ces projets de loi-là ne visaient pas du tout à empêcher la vente de données. D'ailleurs, il admettait que c'était assez la vente des données médicales et fiscales des Québécois était un des, pas nécessairement objectifs visés par cette loi, mais disons que ça ne devait pas l'en empêcher. Puis là, il y a l'encadrement éthique. Bon, je vais passer. Puis sinon, il y a la question de la distribution par le biais des services publics qui existent aussi par les données ouvertes, le partage de ressources technologiques comme les Fab Labs, par exemple, ou des projets axés sur les citoyens, comme tous les projets de mobilité ou le défi de la ville intelligente en est un bon exemple. Là, il y avait aussi un volet mobilité et un volet accès alimentaire. Mais ces alternatives-là sont largement insuffisantes. D'abord, il y a une très grande incertitude quant aux retombées économiques qu'il va y avoir de la part des GAFAM. On ne sait même pas, les chances sont qu'il n'y ait pas de redistribution au niveau des salaires, qu'il n'y ait pas de création d'emplois qui justifie les sommes d'argent qui sont investies d'un point de vue strictement comptable. Puis, deuxièmement, ce qui a été mis en place au niveau pour redistribuer, mais en fait, il y a deux problèmes majeurs. D'abord, malgré qu'il y a un discours d'inclusivité qui est super fort autour de ça, en général, c'est les personnes les plus scolarisées, puis les personnes les plus nanties de la population qui vont s'approprier ces services-là, c'est une chose. Puis le deuxième, c'est peut-être le plus gros problème, c'est que ces projets publics-là s'intègrent tout à fait pour soutenir l'industrie des données, parce que non seulement elle participe à créer des projets publics-privés, par exemple dans le cas du défi de la ville intelligente, mais aussi des choses comme les données ouvertes profitent vraiment au modèle d'affaires de l'industrie des données en offrant et en ouvrant les données gratuitement. Donc, il y a un manque qui est flagrant au niveau politique. Les partis au pouvoir, qu'ils soient de gauche ou de droite, aux différents niveaux, poursuivent à peu près les mêmes politiques de développement technologique depuis 40 ans. Puis, face à cette inefficacité-là, et puis l'absence de volonté politique de réguler de façon efficace, on a senti l'urgence de vraiment réfléchir, puis au moins de statuer. Puis c'est sur ces pistes-là que doivent nous conduire Lisiane Lomazy et François Durocher. Puis je vais introduire d'abord François qui va présenter en premier. Donc, François est doctorant en sciences politiques à l'Université d'York à Toronto. Il est chercheur également à l'IRIS.
Et ces recherches portent principalement sur les politiques industrielles des secteurs de l'innovation et sur le travail dans le secteur public. Donc, François, je te laisse la parole et le PowerPoint. Parfait, merci. Bonjour tout le monde. Donc, je vais partager mon écran, ce ne sera pas long. Vous voyez bien? Oui. Parfait. Donc, suite à cette très bonne présentation qui faisait un bon tour d'horizon, la présentation va probablement paraître un peu plus circonscrite. J'ai essayé de me concentrer sur la question spécifique des modèles d'affaires des réseaux sociaux, des principaux réseaux sociaux, puis de leur impact politique des dernières années. Donc, comment est-ce qu'on peut essayer de voir des alternatives à ce qui est déjà proposé pour les encadrer, puis voir jusqu'où on pourrait aller, surtout si on pense à une situation où on aurait un gouvernement de gauche qui prendrait la question au sérieux. Donc voilà. Donc, la prémisse, en fait, de ma réflexion, puis je sais qu'il y a des gens qui ne seront pas d'accord avec la prémisse, mais je pense que le reste de la réflexion mérite quand même d'avoir lieu. Et donc, la prémisse, c'est que les réseaux sociaux, dans les dernières années, particulièrement depuis 2015, là, je dirais, donc ici, je parle principalement de Facebook et YouTube, qui sont les deux plus gros réseaux sociaux qui ont eu le plus d'influence politique ces dernières années. Et donc, ma prémisse, c'est que ces réseaux sociaux, les plus importants, ils représentent un risque existentiel pour les démocraties libérales. Par là, je veux dire simplement que les dernières années ont montré qu'il y a eu une montée rapide, je dirais même fulgurante, de certains courants politiques qui étaient jusque-là assez marginaux. Donc, évidemment, l'élection de Trump en 2016, on peut, à mon sens, difficilement penser que sans les réseaux sociaux, sans le scandale de Cambridge Analytica, sans l'intervention de la Russie dans les différentes campagnes sur Facebook, aurait pu, avec les moyens limités qu'il avait, réussir à gagner en si peu de temps la faveur du Parti républicain, puis ensuite les élections de 2016. Et donc, avec Trump, tout ce qui est venu avec. Il y a aussi, évidemment, les théories du complot, là, comme QAnon, qui nourrissait le Trumpisme. La théorie de la Terre plate, qui en 5 ans est devenue très populaire, relativement très populaire. Et plus récemment, toutes les théories du complot autour de la COVID là, qui se partagent beaucoup plus facilement sur les réseaux sociaux que ce qui aurait pu arriver dans un monde analogique pré-réseaux sociaux. Particulièrement en temps de pandémie qu'on ne pouvait pas se rencontrer, ça a facilité les choses beaucoup à ce niveau-là. Et donc, les réseaux sociaux représentent ce type de risque pour les démocraties libérales parce qu'elles augmentent la polarisation, la radicalisation des discours. Encore là, ce n'est pas les réseaux sociaux qui ont inventé la polarisation ou les idées radicales, mais je crois qu'il y a un effet d'accélération qui exacerbe les phénomènes. Et c'est aussi des moyens de communication, les réseaux sociaux, qui offrent des opportunités d'intervention étrangère que les médias traditionnels ne permettent pas. L'exemple le plus frappant, c'est qu'à un certain moment, la page principale, la plus populaire de Black Lives Matter aux États-Unis avait été produite par un groupe en Biélorussie et la page principale anti-Black Lives Matter aussi. Et ils avaient réussi à organiser des manifestations pro-Black Lives Matter, anti-Black Lives Matter en sol américain. Et donc, il y a ce type de risque-là qui n'existait pas avant. Aussi, évidemment, là, je l'ai mentionné avec les théories du complot, il y a beaucoup de désinformation qui peut circuler beaucoup plus facilement. Il y a une sorte de démocratisation de la parole qui vient avec son pendant négatif, disons. Et les phénomènes des chambres d'écho et des rabbit holes. Donc, les chambres d'écho, simplement le fait que les gens se parlent entre personnes qui se comprennent et sont d'accord, plus que de faire partie d'un espace public plus commun qui permet d'avoir un débat politique où les idées s'entrechoquent un peu plus. Et les rabbit holes qui sont plus spécifiques à YouTube, là, où les gens vont, par les recommandations de l'algorithme YouTube, vont être poussés vers des contenus toujours de plus en plus radicaux ou extrêmes et qui peut faciliter donc la radicalisation des personnes sur Internet, spécialement en temps d'isolement comme en temps de COVID. Évidemment, le
problème principal, donc la source de ces risques pour les principes démocratiques qui nous permettraient de créer un monde plus juste, plus socialiste, mais ce n'est pas des problèmes qui sont simplement d'ordre technique. Donc, ce n'est pas juste une question de créer des meilleurs algorithmes qui vont aider à modérer le type de contenu polarisant ou plus extrême, parce que c'est des problèmes qui sont intrinsèques, qui sont le résultat direct d'un certain modèle d'affaires des réseaux sociaux. Donc, c'est des problèmes qui sont directement liés à l'architecture des algorithmes et des opportunités de revenus que ces compagnies-là vont tirer de leur modèle d'affaires. Donc, c'est lui, je crois, qui est en cause. Et donc, évidemment, là, il y a la célèbre phrase là, que quand le produit est gratuit, c'est nous le produit. Donc, Facebook et YouTube ne vendent pas nos données de préférence de consommation à des tiers, mais ils vendent de la publicité ciblée, extrêmement bien ciblée, parce qu'ils nous connaissent tellement bien qu'ils arrivent à diminuer le gaspillage de dépenses de publicité qui sont mal ciblées, pour le dire simplement. Donc, les publicitaires sont intéressés à acheter de la publicité sur Facebook pour cette raison-là, sur Facebook ou YouTube, donc toutes les plateformes Google. Et donc, les publicités représentent 95% des revenus de Facebook et Google à l'heure actuelle, qui chacune de ces compagnies-là font plusieurs dizaines de milliards de dollars en revenus publicitaires à chaque trimestre. Et c'est ce modèle d'affaires basé sur des produits qui sont gratuits et qui sont des panneaux d'affichage de publicité crée donc une contradiction ici que j'ai nommé le broadcasting versus le narrowcasting. Donc, on passe d'un modèle où les médias de masse diffusaient de l'information à des publics larges vers un modèle où le ciblage, non seulement publicitaire, mais des discours politiques aussi, peut être tellement précis qu'on va chercher pas seulement une démographie, mais des individus particuliers, on arrive à les cibler directement. Et donc voilà, donc il y a un effet particulier là qui participe. Donc, c'est inscrit dans le modèle d'affaires d'arriver à maintenir captifs les individus, d'augmenter leur engagement sur la plateforme. Donc, il y a l'aspect publicité ciblé, mais il y a aussi l'aspect psychologie behaviorale. Donc, en utilisant les biais cognitifs et les points faibles de la psyché humaine pour augmenter l'engagement des utilisateurs et donc le temps d'exposition aux publicités et donc la valeur des publicités. Donc, la facilité que les plateformes ont eu ces dernières années à avoir l'impact politique voulu ou accidentel sur les élections de 2016 aux États-Unis, sur les théories du complot, mais c'est, selon moi, le résultat de ce modèle d'affaires-là qui implique de créer un effet de réseau où, parce que c'est gratuit, à un moment donné, il y a tellement de gens sur le réseau que les personnes qui ne sont pas sur le réseau ont tout intérêt à s'y joindre. Ça crée des monopoles et ça crée donc des effets décuplés. Là. Il y a un pouvoir disproportionné de ces plateformes-là sur l'accès à l'information, sur l'accès au débat public, qui, donc, à mon sens, devrait être mieux encadré. Comme il a été mentionné, les réponses politiques jusqu'à maintenant ont été assez tièdes, assez minimales là, sur ces questions-là. Facebook, Twitter et Google ont été interrogés à plusieurs reprises devant le Congrès américain pour s'expliquer sur leur modèle d'affaires, entre autres, mais aussi sur leurs efforts de modération des contenus plus radicaux. Il y a eu beaucoup de questions, mais très peu d'actions entreprises. Il n'y a pas vraiment aucune loi, aucun nouveau règlement qui ont été adoptés suite à ces audiences-là. Les seules choses qui se sont créées, qui se sont produites ces dernières années, c'est un resserrement des règles par rapport à la collecte, à l'utilisation, au transfert des données personnelles, donc c'est l'Union européenne avec le General Data Protection Regulation qui a mené le bal, qui a adopté cette nouvelle réglementation en 2018. Le PIPEDA, l'équivalent canadien, a été mis à jour et est encore en train d'être des mises à jour encore en train d'être discutées, comme Myriam l'a mentionné. Il y a l'équivalent en Californie aussi, mais tous ces nouveaux règlements-là visent
simplement à sécuriser les données personnelles d'identification des individus. Donc, de s'assurer que les sites web n'utilisent pas plus d'informations que ce qu'ils ont besoin pour faire rouler leur site web, de s'assurer que l'aspect privé des données est inclus dans le design des sites web, donc Privacy by Design, que ça s'appelle. Donc, de s'assurer que ça soit toujours pensé en amont. Et aussi le fait que maintenant, on donne notre consentement explicite à la récolte de nos données. Donc, quand on clique sur des pop-up pour accepter les cookies, mais ça date de cette nouvelle législation-là. Et donc, ça ne s'intéresse pas du tout aux données, non pas d'identification des individus, mais aux données de préférence personnelle qui font que les gens pourraient être susceptibles d'être influencés par un discours plutôt qu'un autre. Et donc, ces données-là sont toujours libres d'être utilisées par les plus grandes plateformes pour créer du contenu hyper spécialisé, hyper ciblé. Et donc, il n'y a rien encore dans la réglementation sur ce sujet-là. J'essaie d'accélérer un peu. Les réponses des compagnies concernées, bien, pour les trois principales que j'ai nommées plus tôt, ils se sont basés beaucoup sur l'autorégulation. On est comme un peu chanceux que ce n'est pas des Steve Bannon qui sont à la tête de Twitter, Google et Facebook, parce qu'ils ont quand même, je crois, certaines sensibilités libérales, mais aussi, ils voient bien leur intérêt économique là, à rester des acteurs sérieux qui prennent le problème au sérieux. Donc, on a vu beaucoup de tentatives ces dernières années, mais surtout dans la dernière année, là, de contrôler la dissémination des fausses nouvelles, des théories du complot et des fausses informations donc, sur la COVID ou les élections américaines, tout ça. Et on a vu aussi YouTube qui a été très critiqué pour ses algorithmes qui créaient des rabbit holes. Ils disent qu'ils ont modifié leurs algorithmes, qu'ils ont démonétisé les contenus les plus marginaux, les plus fringe, qui sont à la limite de ne pas respecter leur politique d'utilisation de leur plateforme. Mais depuis qu'ils ont fait leur modification, il y a plusieurs journalistes là, qui ont démontré que c'est encore très facile de tomber dans un rabbit hole. Ce n'est pas un phénomène qui a disparu du tout. Donc, ça participe encore à une certaine radicalisation des discours. Donc, je crois que ce serait important, c'est ça la réflexion politique que j'aimerais amener aujourd'hui, de s'interroger sur jusqu'où on pourrait aller, qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus pour régler le problème qui est, à mon sens, le modèle d'affaires des principaux médias sociaux qui en font des monopoles capables d'être manipulés par des intérêts mal intentionnés. Donc, les deux grands types de propositions là, que j'aimerais discuter, c'est les limitations réglementaires au niveau du ciblage publicitaire et l'imposition d'un modèle d'affaires qui serait libre de publicité ou en tout cas où la publicité serait beaucoup moins présente. Et donc, pour la question de la limitation sur le ciblage publicitaire, là, ça voudrait dire il y a comme deux types de problèmes, là, les problèmes techniques et les problèmes politiques liés à ça. Si on voulait réduire la précision du ciblage des publicités sur Facebook et YouTube, il y a un problème technique de savoir comment est-ce qu'on mesure la qualité ou la précision du ciblage. Puis c'est où qu'on mettrait la limite au ciblage qui serait autorisé. Parce que ce n'est pas aussi simple que d'interdire certaines formes de publicité, comme en ce moment, on ne peut pas faire de publicité sur le tabac ou faire de la publicité pour les enfants. Mais là, ça voudrait dire, oui, tu as le droit de faire de la publicité, mais tu dois garder une certaine marge d'incertitude ou d'imprécision quant à l'efficacité de ta publicité. Donc, c'est très difficile à ce niveau-là. Il y a aussi les problèmes politiques là, du fait que le ciblage publicitaire, ce n'est pas les réseaux sociaux qui l'ont inventé non plus. Ça existait avant. Donc, comment justifier qu'on permette un certain ciblage d'autres plateformes, mais pas ceux des réseaux sociaux? Aussi, il y a l'aspect politique un peu plus grave ou difficile, là, qui est d'amener dans le débat public l'idée qu'on se fait manipuler par la structure même des réseaux sociaux, de leurs algorithmes, et donc de dire aux gens que leurs idées ne sont pas vraiment les leurs, qu'on a réussi à leur faire croire des choses qui n'étaient pas vraies, etc. Donc, ça implique une posture infantilisante, alors que les réseaux sociaux sont dédiés principalement aux adultes. Là, donc, il y a quelque chose là, un peu difficile à aborder dans le débat public. Et c'est un problème qu'on voit pas juste pour les réseaux sociaux, mais aussi pour d'autres types de produits où il y a beaucoup de psychologues qui sont impliqués dans les processus de création des produits. En fait, de plus en plus, il y a des jeux vidéo ou des plateformes Internet qui engagent des psychologues pour utiliser les mêmes techniques
qui rendent accros les joueurs compulsifs sur les machines à sous ou les jeux en ligne. Donc, c'est le même genre de psychologues qui font le même genre de travail pour rendre les utilisateurs accros à leurs produits. Et donc, on a vu là, avec le cas de, je pense que c'est Fortnite là, qui avait fait un peu scandale là-dessus, puisqu'il y avait plein de jeunes qui se rendaient dans des bureaux de psychiatres pour soigner leur dépendance. Il y a de plus en plus de dépendance aux réseaux sociaux aussi. Et donc, il y a des psychologues et des psychiatres qui tirent la sonnette d'alarme en disant nos collègues qui travaillent pour ces compagnies-là nous créent plus de demandes que ce qu'on peut régler nous-mêmes dans nos cabinets ensuite quand on va réparer les pots cassés. Et donc, voilà, donc je m'éloigne un peu, là, mais tout ça pour dire qu'il y a ces problèmes-là sur la question du ciblage publicitaire, mais que je crois quand même qu'ils devraient être adressés. Et ensuite, sur la question du modèle d'affaires, je verrais 3 options sur la question du modèle d'affaires. Donc, il y aurait la version, l'option la plus drastique serait d'interdire purement et simplement la gratuité de ces réseaux sociaux-là, ce qui peut sembler un peu farfelu dans le contexte actuel, mais je veux quand même l'amener, juste pour en discuter. Donc, obliger les compagnies qui offrent des réseaux sociaux à vendre leurs produits aux utilisateurs plutôt qu'aux publicitaires. Donc, obliger les compagnies à avoir un modèle premium seulement, ce qui ferait que toute l'architecture des plateformes serait nécessairement modifiée pour répondre à différents besoins. Donc, plutôt que de répondre aux besoins des annonceurs, d'avoir un maximum de temps d'attention des utilisateurs, ce serait plutôt de maximiser la satisfaction des utilisateurs et utilisatrices. Le problème avec ça, évidemment, c'est que les personnes plus pauvres auraient moins accès aux réseaux sociaux qui sont souvent là, un accès privilégié à la socialisation, surtout en temps de pandémie. Et aussi, ça aurait pour effet, ce serait un peu l'équivalent de démanteler les compagnies parce que on peut s'imaginer que leurs revenus diminueraient si elles adoptaient ce genre de services-là, parce qu'il y aurait justement plein de gens qui n'auraient pas les moyens ou qui ne verraient pas l'intérêt. Donc, ça voudrait dire des pertes de milliards de dollars pour les compagnies et donc une résistance équivalente. La deuxième option, ce serait d'obliger, non pas d'interdire complètement la version gratuite, mais d'obliger d'offrir une version payante. Donc, d'obliger les compagnies à avoir une option premium. C'est une question qui avait été posée à Zuckerberg en 2018. En fait, c'est sa chef des opérations qui avait dit que si on offrait une version payante, si on arrêtait de vendre la publicité, il faudrait faire payer les gens. Et là, le sénateur questionne Zuckerberg là-dessus et dit, et Zuckerberg a répondu simplement que la mission de leur entreprise implique d'avoir un maximum de la population mondiale sur la plateforme pour connecter l'ensemble de l'humanité, donc en gros, être un monopole. Et donc, pour y arriver, il faut avoir un système qui est ad-driven, donc qui est financé par la publicité. Et ils n'ont pas considéré d'offrir la version premium pour cette raison-là. Mais mon intuition, mon hypothèse, c'est que on ne valorise pas nos propres données. On n'accorde pas la même valeur monétaire à nos données que ce que les publicitaires pourraient leur accorder, parce qu'elles ne nous servent à rien. Nos données sur nos préférences personnelles ne nous servent à rien, mais elles peuvent servir aux publicitaires. Donc, j'avais fait un calcul il y a un an ou deux, en basant sur les chiffres de Facebook. Donc, Facebook fait environ, en moyenne, en 2019-2020, faisait 200 $ en moyenne par utilisateur ou utilisatrice quotidien en Amérique du Nord. Et donc, je me disais, pourquoi est-ce qu'ils ne nous offrent pas une version premium à 15-17 $ par mois qui nous permettrait d'avoir accès aux services sans publicité? Mais mon intuition, c'est que les personnes qui auraient les moyens de mettre 200 $ par année pour utiliser Facebook, c'est des personnes qui font assez d'argent que leurs données personnelles valent beaucoup plus que 200 $ pour les publicitaires. Et donc, Facebook fait beaucoup plus que la moyenne avec les gens qui seraient prêts à payer la moyenne. Donc, il y a comme là un cul-de-sac là, où si on obligeait cette option-là, ça aurait le même effet que d'obliger. En fait, il n'y aurait pas grand monde qui serait intéressé, puis les personnes intéressées pour Facebook perdraient beaucoup plus d'argent comme ça. Bref. Troisième option, ce serait d'obliger les compagnies de divulguer à chaque individu les montants d'argent que la plateforme a fait en vendant de la publicité, en leur présentant de la publicité. Donc, d'obliger les plateformes à informer
les individus de la valeur des données de préférence qu'ils ont fournies à la plateforme. Et donc, en quelque sorte, pour informer ou conscientiser les individus à la valeur de ces données-là et au fait qu'au final, il y a des gens qui sont prêts à payer peut-être 1 000 $ dans une année pour aller chercher une portion du 50 000 $ que la personne fait dans son année et ensuite, bon, bref. Donc, voilà les 3 options que je voyais pour essayer de s'attaquer directement au modèle d'affaires des plateformes. Puis là, ça fait 20 minutes, donc je vais clore en disant que donc, je vois aussi, je ne crois pas que ce soit réaliste, mais c'est quand même spécial qu'une solution aussi réformiste que de mettre des règles sur un modèle d'affaires soit aussi difficile à envisager. Puis, on peut aussi voir là, que quand les plateformes ont un accès direct aux personnes, à leurs utilisateurs, ça peut être facile aussi pour les plateformes de lutter contre n'importe quelle tentative de régulation de leurs pratiques. On l'a vu avec Uber en Californie l'année dernière. Là, il y avait un référendum pour augmenter les droits de leurs travailleurs, les considérer comme des salariés, et Uber a fait une campagne de publicité directement sur leur application pour dire aux gens d'aller voter contre la proposition, et ils ont réussi. Donc, il y a ces enjeux-là, là, puis il y a aussi tous les enjeux de comment est-ce qu'au Québec, on serait capable d'imposer ces modèles-là. Est-ce que ça ne devrait pas être fait plus à l'international, ce genre de choses. Bref, je crois que je vais m'arrêter ici. Merci, François. Merci. Oui, je vais présenter Lisiane. Lisiane, elle est Lomazy, Lisiane Lomazy, son nom complet. Elle est étudiante au doctorat conjoint en communication à l'UQAM. Elle est aussi membre de 3 groupes de recherche. Pour lui laisser plus de temps, je vais donner les noms courts, là. Crisis, Grisc et Gérassi. Vous pourrez aller voir à l'UQAM ce que sont ces groupes. Mais sa thèse réalisée sous la direction de Marc Ménard a pour titre « Les communs à l'épreuve de l'investissement d'impact ». Ces travaux qui portent notamment sur l'économie politique du numérique, l'intelligence artificielle et l'État néolibéral s'inscrivent en économie politique de la communication et aussi en études culturelles. Donc, je lui laisse la parole tout de suite pour nous parler des communs numériques. Oui, bonjour à tous. Je vais placer un timer, donc je vais me fixer un objectif inatteignable de 15 minutes. Donc, éventuellement, je vais peut-être passer assez rapidement sur certaines slides. Donc, si certaines personnes désirent obtenir le PowerPoint, envoyez-moi un courriel. Et si vous avez des questions, envoyez-moi un courriel également. J'y répondrai et je partagerai le PowerPoint avec grand plaisir. Donc, j'ai intitulé ma présentation « Les communs comme préfiguration d'une économie numérique alternative ». Et comme vous le voyez, j'ai utilisé la forme interrogative. Je vais essayer de placer ma présentation sous le précepte d'Antonio Gramsci qui disait « Pessimisme de l'intelligence, optimisme de la volonté ». Et pour ce faire, je vais aborder cette présentation en 3 points que je vais essayer d'aborder assez brièvement. Premièrement, je vais aborder la question des différents types de pouvoir des plateformes dominantes. Pourquoi il est aussi difficile à l'heure actuelle de réguler ces plateformes? Il y a différents travaux qui ont été réalisés dans le cadre du droit de la concurrence aux États-Unis qui sont particulièrement intéressants, sur lesquels je vais revenir assez rapidement. Mais j'inviterai toute personne intéressée à comprendre l'économie du numérique, à lire notamment le rapport Ciciline qui a été publié en 2020, qui est assez éclairant. Donc, malheureusement, je ne pourrais pas lui rendre pleinement hommage dans cette présentation-ci, mais ça permet véritablement de démocratiser les questions liées au droit de la concurrence, et je pense que ça fait partie des enjeux particulièrement importants aujourd'hui. On va voir pourquoi et en quoi ça nous concerne tous directement un tout petit peu plus tard. Donc, le deuxième point, j'aborderai la question des communs numériques. Est-ce qu'il s'agit d'alternatives viables par rapport au capitalisme numérique? Et je vais aborder ce point avec un certain recul également par rapport aux communs numériques. Ça fait assez longtemps que je travaille sur ces enjeux-là, donc je pense qu'à certains moments, il faut faire preuve de réflexivité à la fois individuelle et collective, et on parvient à avoir maintenant un certain recul par rapport à ça. Et troisième point, donc, je vais aborder quelles sont les conditions de possibilité pour que les communs numériques constituent une réelle alternative au capitalisme numérique, et je m'appuierai sur les leçons tirées dans les 2 points précédents. Donc, vous le voyez, vaste programme. Je vais essayer d'être
assez concise et rapide. Donc, comme je l'ai dit, il y a des choses qui bougent. En matière de droit de la concurrence aux États-Unis, vous allez me dire, mais pourquoi aborder le droit de la concurrence aux États-Unis? Ça ne vous aura pas échappé. Il s'agit d'entreprises multinationales, mais qui sont dont le siège social est situé aux États-Unis. Donc, s'il y a bien un pays qui est à même de réguler, voire éventuellement, soyons fous, de démanteler ce qu'on appelle communément les GAFAM, eh bien, ça pourrait être l'administration Biden. Mais faut-il autant s'emballer? Est-il véritablement possible de démanteler les GAFAM? Je vais tempérer tout de suite les ardeurs de certains qui vont dire oui, il est possible de démanteler les GAFAM. On va faire preuve d'un optimisme modéré à ce niveau-là, même s'il faut souligner que l'administration Biden, contrairement aux administrations précédentes, a choisi véritablement d'adresser cette question-là. C'est déjà un bon point pour elle. Donc, en octobre 2020, il y a un rapport de la sous-commission antitrust américaine des représentants des États-Unis, présidé, donc, comme je l'ai dit, par David Cicilline, et qui comprend de nombreux chercheurs, notamment Lina Khan, qui fait partie des principales figures considérées comme anti-GAFAM et spécialiste en droit de la concurrence, qui a été nommé par l'administration Biden en avril 2021 à la tête de l'autorité de la concurrence, et donc qui aborde la question du pouvoir économique, en fait, d'où vient le pouvoir économique de ces plateformes, et notamment, eux, ils abordent les GAFA, donc ils n'abordent pas le cas de Microsoft. Donc, février 2021, autre moment particulièrement important, la réouverture des négociations au niveau du G20 et de l'OCDE sur le taux de taxation minimale des entreprises multinationales. Je vais par contre tout de suite doucher vos ardeurs là également. En fait, ces négociations, elles ne sont pas du tout récentes. Les premières négociations sur un taux d'imposition minimale des entreprises multinationales, elles remontent aux années 90 dans le cadre de l'OCDE, et elles ont été arrêtées à la fin des années, début des années 2000, et elles ont ensuite été reprises dans le cadre spécifiquement d'une taxation des entreprises multinationales numériques après la crise financière, donc juste après, au moment de la crise financière en 2008. Et elles avaient été poursuivies jusqu'en 2019, au moment où l'administration Trump, via sa représentante, la responsable au Trésor de l'époque, avait mis un terme, son représentant, pardon, avait mis un terme donc à ces négociations. Donc on voit en fait, il ne s'agit pas du tout d'un nouveau débat, ce sont des négociations qui ont lieu depuis des années et des années et qui jusqu'à présent n'ont jamais abouti. Donc certains se sont emballés en disant on va parvenir à un accord d'ici le mois de juillet. Je tendrais à être un peu plus prudente par rapport à cette date-là. Qui plus est, il s'agit aussi de voir quel va être le taux d'imposition minimal, même si actuellement Biden a proposé 15% au minimum, ça semble extrêmement bas. Il faut rappeler qu'en 1978, les taux d'imposition sur le capital aux États-Unis étaient proches de 50%. Et la situation économique était meilleure qu'elle ne l'est actuellement. Donc, il y a des choses qui bougent aux États-Unis, un certain mécontentement parmi la population, ou minimalement une prise de conscience par rapport aux géants de la tech. Et je vais ajouter au mécontentement, alors que nous étions dans un contexte pandémique où nous étions dans des situations de confinement qui nous contraignaient à utiliser les outils qu'ils proposent, eh bien, ces entreprises de la tech ont choisi de racheter leurs actions pour faire augmenter la valeur de leurs actions et créer un courant acheteur sur les marchés boursiers afin de ravir à la fois leurs investisseurs actuels et éventuellement d'attirer des investisseurs potentiels. Donc la bonne santé actuelle de la bourse américaine est en partie liée à ces rachats d'actions qui consistent simplement à réaliser en fait des flux de trésorerie. Ces entreprises-là ont utilisé les liquidités gigantesques sur lesquelles ils sont assis, alors que bon nombre d'entreprises font face à des problèmes de liquidité en période de pandémie, pour racheter leurs actions qui étaient considérées jusqu'à relativement récemment comme une manipulation du prix des actions. Donc on le voit en fait, ces acteurs qui ont l'air bien gentils et bien sympathiques pratiquent également le même type d'opérations financières qui sont réalisées par les banques d'affaires. Banques d'affaires qui nous ont amenés à la crise financière de 2007-2009, dans laquelle nous sommes toujours d'ailleurs. Pour revenir plus spécifiquement sur la question des GAFAM, le rapport Cicilline mentionne les sources du pouvoir des monopoles des GAFA. En fait, ce rapport s'intéresse principalement à la question de la concurrence, donc à la concentration au niveau
des marchés du numérique. J'aborderai juste après deux autres sources de pouvoir qui ne sont pas abordées et qui me semblent importantes à prendre en considération. Premièrement, première source de pouvoir, une source de pouvoir juridique de par la mobilisation du droit de la propriété intellectuelle, mais aussi par la mobilisation du droit international, du commerce et de l'investissement. Et deuxième source de pouvoir importante, le pouvoir financier. J'ai abordé juste précédemment, on ne peut pas réellement dire que ces acteurs sont encore des entreprises de la tech. Il s'agit à la fois d'entreprises de la tech et de sociétés non financières qui exercent actuellement des activités financières au même titre que ce qu'on appelle communément le shadow banking, donc la banque de l'ombre, c'est-à-dire notamment le capital investissement et le capital risque. Les principales sources donc, du pouvoir de monopole des GAFA, elles sont identifiées très précisément dans le rapport Ciciline, et je pense qu'il faudrait probablement partir de là si on veut élaborer des politiques en matière de droit de la concurrence qui tiennent la route. Ça vaut aussi pour le Canada, bien évidemment. Eh bien, ces principales sources, elles sont liées à la fois à la structure des marchés numériques. Il s'agit de marchés, vous le savez probablement, dans lesquels le gagnant remporte la mise, c'est-à-dire qu'au début du marché, on a une relative concurrence. Ensuite, les principaux acteurs se font concurrence pour obtenir le marché, donc pour parvenir à une situation de pouvoir de monopole sur le marché. J'utilise pouvoir de monopole parce qu'en fait, ce ne sont pas des structures de marché qui sont en elles-mêmes monopolistiques, c'est-à-dire il y a plus d'un acteur, mais ces acteurs sont tellement grands et il y en a tellement peu. Actuellement, ce sont des duopoles, donc 2 acteurs, voire éventuellement des oligopoles, 3 ou 4 acteurs, mais actuellement, c'est plutôt des duopoles, que ces acteurs en fait, peuvent exercer un pouvoir monopolistique sur ces marchés, ce qu'on appelle des faiseurs de prix. En fait, ils sont capables à ce moment-là d'exercer à la fois une pression sur leurs propres travailleurs, bien évidemment, donc le capital écrase le travail une fois encore, sur les fournisseurs et sur les utilisateurs, bien évidemment. Donc, ce sont des marchés qui sont extrêmement concentrés. La concentration des marchés du numérique, elle est liée principalement aux caractéristiques en fait, des actifs intangibles. Il y a eu de nombreux travaux là-dessus, donc je ne vais pas forcément revenir là-dessus parce que je n'ai malheureusement pas le temps. Mais donc, ce sont des marchés qui sont extrêmement concentrés. Il y a des spécificités à prendre en compte dans le cadre d'une économie numérique. Ces plateformes en ligne, elles agissent comme des garde-barrières et ça a été mis de l'avant par de nombreuses entreprises qui utilisent notamment les services, par exemple, d'Amazon, en mettant de l'avant le fait que ces acteurs exercent un double rôle, à la fois comme des concurrents potentiels et également comme des intermédiaires clés. C'est-à-dire qu'on ne peut se passer de, par exemple, utiliser, quand on est une entreprise, des services d'Amazon pour vendre ses produits, mais en même temps, Amazon, à travers ses différentes gammes, parvient à sélectionner, à pointer quels sont les produits qui sont populaires et ensuite à fabriquer ces produits et à les vendre moins cher. Donc, ces plateformes, elles exercent un pouvoir de monopole, mais également elles mettent en place des pratiques qui sont anticoncurrentielles et ces pratiques anticoncurrentielles se voient, donc, comme je l'ai dit précédemment, par exemple, en utilisant les données dont elles disposent et l'avantage en termes de données par rapport aux utilisateurs des plateformes, qu'il s'agisse des fournisseurs ou des utilisateurs finaux, pour en tirer un avantage comparatif par rapport à d'éventuels concurrents sur le marché. Mais sur ces marchés numériques, quelque chose qui est particulièrement important, c'est ce qu'on appelle les barrières à l'entrée. C'est ce qui empêche finalement un des nouveaux entrants d'entrer sur le marché. François a abordé tout à l'heure les effets réseau, donc je ne reviendrai pas là-dessus. Autre élément important, ce sont les coûts de changement. C'est-à-dire que ces plateformes font en sorte qu'il soit le plus difficile possible de sortir de ces plateformes. On parle même de verrouillage, c'est-à-dire que les utilisateurs ont pleinement conscience que d'autres services pourraient être plus intéressants, mais les coûts de changement sont trop importants et donc choisissent de rester sur ces plateformes. Troisième barrière à l'entrée, c'est l'accumulation des données. Ce sont des acteurs qui sont sur le marché depuis un certain temps, qui ont collecté de très nombreuses données et qui en accumulent chaque jour davantage. Et donc, elles possèdent une longueur d'avance sur n'importe quel nouvel acteur qui souhaiterait entrer sur le marché. Et dernier élément, ce sont les économies d'échelle et de portée. En fait, ce sont des marchés qui nécessitent des investissements initiaux particulièrement importants, mais ensuite, les coûts d'extension pour s'insérer sur des marchés connexes, par exemple, sont relativement faibles. Donc, ça favorise les entreprises qui sont déjà en place et notamment les acteurs que sont les GAFA.
En fait, ça a créé un modèle, c'est-à-dire que maintenant, n'importe quelle start-up technologique va viser à avoir des coûts de changement particulièrement élevés, à accumuler les données, à exploiter les effets réseau et à faire en sorte de devenir un monopole potentiel sur le marché. Pourquoi? Pour attirer des investisseurs qui recherchent des opportunités d'investissement qui sont à la fois très peu risquées. Un monopole, il y a quand même relativement peu de chances qu'il se fasse détrôner, et également qui offrent des rendements élevés parce que ces monopoles monopolisent également la propriété intellectuelle et donc offrent des rentes en fait, de monopole, ce qui leur permet de dégager des bénéfices particulièrement importants. Donc, je ne reviendrai pas sur les effets négatifs du pouvoir des GAFA. Ce sur quoi je voudrais insister, c'est qu'habituellement, on tend à insister sur les effets politiques et les effets sociaux qui sont particulièrement importants. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais il y a des effets macroéconomiques qui sont potentiellement dévastateurs et sur lesquels je vais revenir assez rapidement juste après, notamment la question du pouvoir financier et les questions de droit de propriété intellectuelle. La question du droit de propriété intellectuelle, je vais passer assez rapidement dessus. C'est une question qui est relativement traitée, c'est-à-dire ces entreprises sont capables d'exercer un pouvoir de monopole, notamment, je l'ai dit tout à l'heure, parce qu'elles parviennent à tirer des rentes d'investissement qui sont réalisées dans des actifs intellectuels, donc ce qui leur permet d'obtenir des droits de la propriété intellectuelle, notamment en allant chercher des brevets. Il y a eu un renforcement, un allongement et un élargissement de la protection des brevets, en mobilisant également le droit d'auteur, le droit des marques. Donc, ce sont des plateformes qui ont réussi à faire une utilisation particulièrement intelligente et créative et audacieuse du droit de propriété intellectuelle, en utilisant par exemple un cadrage des données en termes de domaine public informationnel qui leur permet d'aller extraire les données en présentant ça comme totalement naturel et totalement normal. Et finalement, en mobilisant un renforcement du droit de la propriété intellectuelle pour protéger les utilisations qui sont faites à partir des mêmes données qui ont été extraites de ce fameux domaine public informationnel. Également, des modifications au niveau du droit des contrats, avec une modification totale de la notion même de consentement dans les conditions générales d'utilisation qui ont été avalisées par les juridictions en place. Donc, je n'aurai pas forcément le temps, je ne vais pas aborder ce point-là, parce que je n'aurai pas le temps de l'aborder. Je vais aborder donc très rapidement le pouvoir économique des GAFA dans l'économie mondiale. Pourquoi? Je vais soulever une question qui me semble particulièrement cruciale aujourd'hui, en fait, outre le fait qu'il y a des barrières particulièrement importantes quant à la régulation des GAFA, il y a aussi un autre point particulièrement important, c'est leur capacité à faire ce que les investisseurs ont fait dans les années 70 pour obtenir une baisse de la taxation des gains en capital. C'est une grève des investissements. Actuellement, en fait, ces entreprises sont assises sur des montagnes de liquidités, à tel point qu'elles font appel à des banques d'affaires pour leur proposer des opportunités d'investissement intéressantes. Elles n'investissent pas cet argent-là dans la production. Pourquoi? Eh bien, je vous renvoie à ce niveau-là, au niveau de l'investissement dans la production technologique. À un moment donné, vous ne pouvez pas augmenter indéfiniment la productivité. Donc, en fait, les GAFA se sont transformés en investisseurs au niveau international, à la fois dans les startups technologiques, ce qui leur permet de tuer la concurrence avant même qu'elle n'ait le temps de s'étendre, et également se sont transformés en investisseurs dans d'autres secteurs, notamment maintenant, bon nombre des GAFA essaient de s'implanter dans le domaine de la finance sociale, dans le domaine de la finance verte, qui sont supposés financer la transition socio-écologique via des actifs financiers. Mais le principal point que je voudrais soulever, c'est actuellement, bon nombre au Québec et ailleurs dans le monde, bon nombre des caisses de retraite investissent, notamment dans ces GAFA. Pourquoi? Parce que rendement élevé et nécessité de gérer au mieux les retraites des travailleurs, ce qui fait en sorte que, bien, si on démantèle les GAFA, ça va poser un problème au bout d'un moment. Surtout qu'il n'y a pas actuellement de diversification de l'économie, donc il n'y a pas réellement d'opportunités d'investissement qui permettent de maintenir en tout cas les promesses qui ont été faites sur des capitaux qui ont d'ores et déjà été investis par les acteurs financiers. Donc ça pose un certain nombre de questions qui nous concernent
toutes et tous, et il serait probablement à l'heure actuelle bon de diversifier la stratégie économique, chose que Biden a bien perçue avec la volonté de diversifier l'économie américaine qui n'a jamais été aussi concentrée justement pour faire contrepoids par rapport au pouvoir de grands acteurs tels que les GAFA. Je vais passer très vite sur beaucoup de points parce que je n'aurai pas le temps de les aborder. Donc, je vous invite à me contacter si vous voulez l'ensemble du PowerPoint qui est, j'en suis désolée, beaucoup trop long pour le temps imparti. Je vais aborder donc très brièvement la question des communs numériques parce qu'il s'agit actuellement d'une des principales alternatives qui est évoquée au capitalisme numérique. J'ai trop peu le temps d'aborder les enjeux du capitalisme numérique précédemment, mais il y a des enjeux au niveau macroéconomique financier qui sont particulièrement importants. Qui pourraient avoir des répercussions au niveau du risque de liquidité, au niveau du système financier mondial, qui est déjà problématique depuis la crise de 2008. Des enjeux très, très importants. Mais habituellement, donc, une des alternatives que l'on aborde, c'est la question des communs numériques. Très rapidement, donc, ce sont des relations et des pratiques sociales qui sont instituées donc, par des communautés pour fixer la gestion en fait, de certaines ressources qui sont partagées à travers un principe politique de délibération et de contrôle démocratique en vue d'organiser la production et la reproduction de la ressource en garantissant à la fois l'accès et l'usage. Il y a de nombreux exemples tels que les logiciels open source, les logiciels libres, la culture libre, les données ouvertes, le libre accès aux résultats de la recherche, etc. Je n'aurai pas le temps malheureusement d'aborder ça. En fait, une des principales innovations au niveau... Donc, il y a trois grands types en fait, de communs numériques, trois grandes orientations à la fois théoriques, mais aussi qu'on retrouve dans la pratique. Il y a un courant libéral qui ne vise pas du tout à renverser le capitalisme numérique actuel, un courant réformiste qui pense qu'en changeant en fait, les manières de faire, de par la proximité entre les communs et les entreprises ou les communs et l'État, eh bien, les entreprises les grandes entreprises donc multinationales et l'État néolibéral vont changer leurs pratiques, c'est optimiste, et un courant radical qui vise à renverser à la fois l'État néolibéral et qui vise à renverser en fait le capital et notamment les grandes entreprises multinationales qui ont acquis un pouvoir démesuré à l'ère néolibérale. Donc, trois grandes menaces sur les communs numériques, à la fois l'appropriation privative et l'enfermement, l'intégration dans des modèles commerciaux, donc c'est une cooptation, une réutilisation des communs numériques qui sont pour la plupart à des fins non commerciales par des entreprises commerciales, réaliser du profit sur une valeur qui n'a pas été créée par l'entreprise, mais par des communautés auto-organisées, et le common washing, donc c'est-à-dire la réutilisation de discours sur les communs pour faire tout et n'importe quoi, sauf des communs numériques. Je vais passer là-dessus. Je vais terminer sur cette dernière slide. En fait, les communs numériques, principal apport, sont à la fois une conception différente de la propriété, donc qui vise à définir la propriété non plus comme l'exclusion, donc la possibilité pour un individu qui détient des droits sur une ressource d'exclure d'autres individus à la fois de l'accès et de l'usage, mais une conception de la propriété qui est fondée sur l'inclusion, donc la garantie à la fois de l'accès et de l'usage pour l'ensemble de la communauté, et également des modèles juridiques alternatifs via notamment des licences que je n'ai pas eu l'occasion d'aborder, mais qui visent à justement garantir cet accès et cet usage par rapport à des tentatives d'enfermement, à des tentatives d'appropriation privative également. Pour que cette stratégie fonctionne au niveau des communs numériques, qui nécessite bien évidemment une mobilisation politique, qui nécessite à la fois organisation et stratégie, je vous renvoie à l'ouvrage de Hart et Negri 2017 sur ces questions-là. Ils l'ont traité de manière plutôt intéressante, bien que discutable. Mais il y a 4 points qui sont importants pour que les communs numériques puissent véritablement en fait, constituer une alternative au capitalisme numérique et ne soient pas simplement cooptés par le capitalisme numérique. Il faut tout d'abord cesser d'être naïf et de penser que les grandes entreprises multinationales, lorsqu'elles viennent voir une communauté qui s'occupe d'un commun numérique, ont forcément pour objectif le développement du commun et pas le profit.
Il faut également cesser de considérer que l'État néolibéral est une sorte de parenthèse qui serait désormais à mettre derrière nous parce que l'État intervient à nouveau dans l'économie. En fait, il faut mettre la pression sur l'État pour que l'État simplement remplisse son rôle de régulateur, c'est-à-dire qu'il parvienne à tarir les sources du pouvoir économique des GAFA, les sources du pouvoir financier également. Ce n'est pas normal à l'heure actuelle qu'alors que l'ensemble du système financier mondial manque de liquidités, les GAFA soient assis sur des tas de liquidités qui sont issues notamment de l'évasion fiscale. Les sources du pouvoir juridique également. Il y a une nécessité de revenir sur le droit international du commerce et de l'investissement qui bloque et menace chaque pays qui déciderait d'aller à l'encontre des questions de droit de propriété intellectuelle, de sanctions économiques qui sont intenables pour la plupart des pays, et notamment les pays en développement. Et également, faire cesser le pouvoir politique des entreprises dominantes en interdisant purement et simplement les passages publics-privés ou les alliances publiques-privées ou les « je suis un peu dans le public et un peu dans le privé en même temps ». Vous avez compris l'idée. Deuxièmement, protéger les communs numériques existants contre les assauts du capital, mais aussi contre les assauts de l'État. On sous-estime la puissance de nuire de l'État néolibéral qui a permis grandement la montée en puissance des entreprises multinationales. Réinvestir le terrain des infrastructures de la reproduction sociale, effectivement, pour qu'il puisse y avoir des grèves sur le terrain de la production sociale. Il y a une nécessité que les gens soient logés, nourris et parviennent à vivre dans des conditions qui sont non seulement décentes, mais qui favorisent leur bien-être. Et dernièrement, reprendre le contrôle démocratique et se réapproprier les infrastructures, les plateformes et les données détenues par ces entreprises privées qui, pour la plupart, comme on l'a vu précédemment, ont été financées par des fonds publics, donc par vous et par moi. Merci beaucoup, Lisiane. Merci, François. On a quelques minutes pour prendre des questions de la salle. Comme on n'est pas tant que ça, vous pouvez lever la main et poser votre question de vive voix, en fait. Si vous préférez, vous pouvez utiliser le questions-réponses QR pour poser des questions pour François, pour Lisiane, pour nous, pour tout le monde. Oui, peut-être que je peux, pendant ce temps-là, j'ai comme l'impression, là, c'est supposé d'être un panel sur les alternatives numériques, puis qu'on se rend compte que c'est vraiment pas quelque chose qui est facile à penser, pas nécessairement quelque chose qui est non plus simple à proposer, parce que je pense que les présentations de François et Lisiane l'ont bien montré. Il y a plusieurs aspects qui concernent comme le capitalisme numérique et l'industrie des données plus particulièrement. Puis il y a une multiplicité de dimensions qui rend la production d'une réflexion, je dirais, comme complètement alternative, vraiment difficile à produire. Puis, ben là, bon, il n'y a pas de question, là, mais peut-être que je peux me lancer sur la question. C'est une première question. Mais en fait, Myriam, il y en a une première question. Je vais la lire comme ça, comme on a tellement peu de temps pour les discussions avec les gens. Oui, une question de Olivier qui dit « Bonjour et merci pour ces présentations passionnantes. Que pensez-vous du coopérativisme de plateforme comme alternative? Quelles sont les conditions qui permettraient à ce courant d'accéder à une réelle radicalité? » Est-ce que je peux y répondre parce que j'avais prévu d'en parler et je n'ai pas eu le temps? Bien sûr, oui. Je vais aborder 2 points en fait sur le coopérativisme numérique. En fait, il y a deux grands courants, on va dire. Il y a le coopérativisme de plateforme qui sont en fait les propositions de Trebor Scholz et le coopérativisme ouvert qui sont les propositions qui ont plus été développées par Bowens. Ce sont des propositions qui sont classées par Papadimitriopoulos et par pas mal de personnes qui travaillent sur les communs dans le camp des réformistes pour plusieurs raisons, notamment parce que Scholz le dit lui-même, l'objectif, ce n'est pas de remplacer les plateformes existantes, c'est de créer des alternatives, sauf que comme je l'ai montré précédemment, en fait, ces plateformes, elles adoptent des comportements qui sont à la fois prédateurs et qui consistent à saboter les alternatives. Donc, ça semble difficilement envisageable d'avoir des plateformes sur le côté qui continuent à évoluer. Du moins, dans un premier temps, ça se peut, ça a été le cas, mais assez rapidement, elles se font neutraliser par les plateformes qui sont en place, outre la question des effets réseau. C'est pourquoi actuellement, même de nombreuses organisations de gauche diffusent des contenus via Facebook. C'est parce que les gens, il faut aller chercher où ils sont, et actuellement, les gens, ils sont sur Facebook.
Voilà. Donc, la question du coopérativisme de plateforme, c'est une proposition qui est intéressante parce qu'elle renoue avec le mouvement du coopérativisme. Mais sur cette question-là, j'inviterais à lire l'ouvrage de Benoît Boritz, Par-delà la propriété, qui traite la question du coopérativisme par rapport au commun et qui pose une question qui n'est pas soulevée par le coopérativisme de plateforme, qui est celle de l'accès au capital, qui est une question centrale actuellement. C'est un des gros problèmes. Il faut des capitaux massifs pour mettre en place ce type de plateforme et actuellement, eh bien, personne ne veut le financer, ni l'État et encore moins le capital risque qui finance les entreprises de la tech existantes. Pour le coopérativisme ouvert, très rapidement, c'est une proposition qui a été faite par Bowens et elle me semble encore plus utopique. En fait, il s'agirait de créer une sorte de vaste réservoir de connaissances, de données, d'informations, en laissant ça ouvert à tous pour que tout le monde, en fait, participe en fonction de ses capacités, l'utilise en fonction de ses besoins et contribue également en fonction de ses ressources. Ce qui est très bien d'un point de vue communautaire, mais par contre, il envisage de laisser ça ouvert pour les entreprises en pensant que ça va changer leurs pratiques. J'ai de grands doutes là-dessus. Donc, la question du coopérativisme, elle est particulièrement intéressante, mais il y a une question qui est centrale et qui n'est pas abordée ni par le coopérativisme de plateforme, ni par le coopérativisme ouvert, qui est la question de l'accès au capital. À un moment donné, ces acteurs ont accumulé du capital et il faut aller chercher ce capital accumulé parce que sinon, on n'a pas d'argent pour financer ces alternatives ou alors en faisant appel, en fait, aux gens, ce qui n'est pas du tout une solution parce qu'on s'entend que les travailleurs ont connu des conditions salariales qui sont dégradées depuis une quarantaine d'années. Donc, on ne va peut-être pas aller demander à des gens qui n'ont déjà pas d'argent de contribuer à financer elles-mêmes des plateformes qui devraient être financées finalement par l'État avec une gestion en commun, par les communautés, par les citoyens. Merci beaucoup, Lisiane. Est-ce que, François, on a 1 minute? Est-ce que toi, tu avais quelque chose à rajouter? Il y avait quelqu'un qui demandait aussi quels étaient les leviers au niveau du Québec, mais je pense qu'on a comme 6 minutes. Mais... On a 2 minutes. Je ne sais pas si François, tu veux répondre à la première question ou alors à la deuxième sur les leviers du Québec, mis à part soutenir les mouvements nationaux. J'avoue que je n'ai pas vraiment de réponse sur la question des leviers du Québec parce que c'est limité. Là. Puis même si on arrivait à imposer quelque chose, il y a toujours des moyens de contourner ce genre de... Si on imposait un type de modèle, il y a toujours des alternatives comme VPN, ces choses-là qui permettent de contourner la géolocalisation. J'ai l'impression que c'est limité ce qu'on peut faire au Québec, à part peut-être faire pression sur le Canada, les États-Unis. J'avoue que je manque d'imagination sur cette question-là. C'est pour ça que ma présentation était beaucoup plus sur la question du damage control, relativement réaliste peut-être. Mais j'avoue que c'est pas très satisfaisant comme réponse. Non, mais je pense je vais vous remercier vraiment parce que malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps pour discuter. On avait plein de questions à vous poser aussi pour approfondir le sujet. 1h15, c'est vraiment rapide, mais je suis vraiment contente que vous ayez pu partager vos idées et ce sur quoi vous travaillez. Je pense qu'en tout cas, j'espère, on a eu quelques réactions positives de la part du public. Là, j'ai l'impression que ça a résonné chez le public. Moi, c'est pas nécessairement quelque chose non plus vers lesquels on est dans la critique. Souvent, on ne va pas nécessairement travailler à essayer de penser aux alternatives. Donc, je me rends compte qu'on a peut-être beaucoup de travail à faire en ce sens-là et qu'on devrait peut-être organiser éventuellement un colloque sur le sujet qui nous permettrait aussi d'intégrer d'autres dimensions telles que la question de la décroissance, par exemple, parce qu'on sait que la question de l'économie, de l'écosystème est vraiment aussi importante, puis que le numérique a aussi une dimension extrêmement matérielle qu'il ne faut pas oublier. Donc, je vous remercie. Puis je ne sais pas si je te laisse le mot de la fin. Non, mais en fait, on n'a plus de temps. Il y a une autre activité qui se passe, donc on va conclure. Merci encore à François et Lisiane pour leur présentation. Merci à l'animation. Et merci à tout le monde qui a été spectateur sans qu'on vous voit. Merci beaucoup. Ouais.